Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous mensuel sur notre plateforme MOH. Dans ce troisième épisode, le docteur Philippe Lemal va de nouveau vous parler d'anatomie veineuse pelvienne et il se penchera sur la problématique rencontrée par le médecin vasculaire. Thank you for being faithful to our monthly appointment on our MOH platform. In this third episode, Dr. Philippe Lemal will talk to you again about pelvic venous anatomy and he will look at the problem encountered by the vascular doctor. On se retrouve dans 30 minutes pour la partie réponse aux questions posées dans Q&A avec notre duo, le Dr. Lemal et le professeur El-Alami. We meet in 30 minutes for the Q&A part with our duo, Dr. Lemal and Professeur El-Alami. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce troisième épisode de la saison 1 sur la varicose pelvienne. Nous avions vu lors du premier épisode la classification SVP, nous avions vu lors du deuxième épisode l'anatomie veineuse pelvienne, donc l'élément préalable indispensable pour comprendre cette varicose pelvienne. Et en particulier, nous avions défini donc les points P et points I. Et pour ce troisième épisode, nous allons encore voir de l'anatomie veineuse pelvienne parce qu'on n'en avait pas fini avec les points de fuite. Et puis on va voir en fin d'épisode la problématique du médecin vasculaire qui est, en deux mots, de comprendre pourquoi et quand faut-il chercher une origine pelvienne devant des varices des membres inférieurs. Et en plus de ces autres points de fuite, nous allons aborder la notion de transmission du flux veineux pelvien vers les membres inférieurs et nous verrons que ce mode de transmission peut être différent. Nous avons vu lors de l'épisode précédent qu'un point de fuite était l'expression de l'inversion du flux veineux dans une voie de drainage. Nous avons vu également que les afférences pariétales extrapelviennes intéressent particulièrement le médecin vasculaire puisque physiologiquement, ces afférences drainent les territoires extrapelviens vers le pelvis. Donc, en cas d'inversion des flux, le pelvis va alimenter les territoires extrapelviens que sont les fesses, les organes génitaux externes et les membres inférieurs. Une petite exception quand même à ce que je viens de dire, puisque le point de fuite inguinal transmet, lui, le reflux des veines utérines, donc d'une veine viscérale, vers le canal inguinal, a priori par la veine du ligament rond. Il n'empêche qu'il y a donc 4 afférences extrapelviennes des veines iliaques internes. Nous avons vu le reflux de la veine pudendale via le point P. Il nous reste donc le point de fuite obturateur et les 2 points de fuite glutéaux à examiner. Et en 2004, Franceschi donc avait donné un nom à tous ces points de fuite. Donc point P pour point pudendal, point I pour point inguinal, point O pour le point de fuite obturateur et GS pour le point glutéal supérieur et EGI pour le point glutéal inférieur. Mais il n'avait pas fait que ça, puisqu'il avait décrit un point de fuite qui était inconnu jusqu'à maintenant, qui était le point C, donc le point clitoridien. Donc on va essayer de comprendre quel est ce point C. Le clitoris, comme la vulve et comme l'utérus, a un double drainage par donc les veines clitoridiennes profondes, qui vont se drainer via le plexus périurétral ou plexus Santorini vers la pudendale médiale puis la veine iliaque interne, ou par les veines clitoridiennes superficielles, puis donc voie pudendale latérale jusqu'aux veines iliaques externes. Et en cas de reflux de la veine pudendale médiale, on peut avoir un reflux qui va jusqu'aux clitoridiennes ou veines clitoridiennes profondes et donc observer un reflux au niveau du clitoris.
Et il est vrai que lorsqu'on examine qu'on fait beaucoup de bilans de varicose pelvienne, il arrive lors d'une manœuvre de Valsalva qu'on enregistre un reflux à la partie antérieure de la vulve, au niveau le long des piliers clitoridiens. Pour ma part, je pense que ce reflux clitoridien est plutôt l'expression d'un reflux au niveau d'une afférence très distale de la pudendale médiale, et je ne considère pas donc ce point C comme un point C spécifique, mais comme l'expression d'un point P très distal. Encore un petit rappel anatomique. Les trois afférents, glutéal supérieur, glutéal inférieur et veine pudendale médiale, se drainent dans la veine iliaque interne au niveau de la grande échancrure ischiatique. Mais la glutéale supérieure va passer donc au-dessus du muscle piriforme, alors que la veine glutéale inférieure et la veine pudendale médiale vont passer au-dessous de ce muscle. Nous allons commencer par les afférences et les voies de drainage de la veine glutéale supérieure. Alors je vous rassure, il est tout à fait inutile de savoir par cœur les afférences des veines glutéales supérieures. Il faut juste se rappeler que ces veines glutéales supérieures drainent principalement les fesses. Et par conséquent, selon un mécanisme qu'on a vu déjà plusieurs fois, en cas de reflux, ces veines glutéales supérieures vont pouvoir alimenter des varices fessières. Et dans ce cas, le point de fuite sera le point donc GS nommé par Franceschi, qui correspond donc à une inversion du flux dans la voie de drainage anatomique qui se situe au niveau de la grande échancrure ischiatique au-dessus du muscle piriforme. Maintenant, les afférences et les voies de drainage de la veine glutéale inférieure. Là encore, inutile d'apprendre toutes les afférences de la veine glutéale inférieure, et ça tombe bien parce que c'est encore plus compliqué. Il faut juste se rappeler qu'elle draine donc les fesses, les cuisses et les veines satellites du nerf sciatique. Et donc, selon le même mécanisme, un reflux au niveau de la veine glutéale inférieure va pouvoir alimenter via toutes ces afférences des varices au niveau des fesses et des cuisses, et ce qui est beaucoup plus spécifique à cette veine, une varice du nerf sciatique que nous détaillerons plus précisément dans un futur épisode. Et donc le point de fuite nommé GI, ceci correspond en fait à l'inversion du flux dans une voie de drainage anatomique qui se situe au niveau toujours pareil, au niveau de la grande échancrure ischiatique, mais ce coup-ci au-dessous du muscle piriforme. Et maintenant, les voies de drainage et les afférences de la veine obturatrice, qui est donc la quatrième et dernière afférence extrapelvienne de la veine iliaque interne. La veine obturatrice, comme son nom l'indique, rejoint la veine iliaque interne en passant par le tronc obturateur et plus précisément par le canal sous-pubien qui est délimité par deux structures fibreuses. Alors, s'il est inutile d'apprendre par cœur toutes ces afférences, il est par contre important de se rappeler de trois choses. D'une part, que la veine obturatrice va drainer donc les muscles de la cuisse. Elle va rejoindre la veine fémorale commune via le réseau circonflexe et elle va drainer les grandes lèvres via une afférence génitale qui ne passe pas d'ailleurs par le canal obturateur. Et donc, selon le même mécanisme, un reflux de la veine obturatrice via ces afférences va pouvoir alimenter donc des varices au niveau de la cuisse, un reflux au niveau de la jonction saphéno-fémorale et des varices labiales. Et donc dans ce cas-là, le point de fuite, c'est le point O et qui va correspondre à une inversion du flux dans la voie de drainage anatomique qui est le
le trou obturateur et, si on veut être précis, le canal sous-pubien. Et donc, au vu de toutes ces descriptions anatomiques, il est assez clair que tous ces points de fuite ne sont pas équivalents et qu'il est important de comprendre que ce terme générique nomme en fait des entités anatomiques qui sont différentes, et pour ma part, je distingue les points de fuite profonds et les points de fuite superficiels. Ce qu'il faut bien comprendre avec les afférences extrapelviennes de la veine iliaque interne, c'est que si leurs afférences sont réellement extrapelviennes, le tronc de ces afférences extrapelviennes est intrapelvien. Ce qui fait que les 3 points de fuite que nous venons de voir correspondent aux voies de drainage de ces afférences dans la veine iliaque interne, et donc se situent, nous l'avons vu, au niveau de la grande échancrure ischiatique. Donc, ces 3 points de fuite sont profonds puisqu'ils correspondent à la communication de 2 veines intrapelviennes, et s'ils sont profonds, le corollaire, c'est qu'ils vont être difficiles à examiner directement en échodoppler. À l'inverse donc des points périnéal et inguinal qui correspondent à la voie de drainage d'une afférence extrapelvienne vers le tronc de cette afférence extrapelvienne qui, lui, donc, est situé intrapelvien. Donc, il s'agit bien d'une communication d'une veine extrapelvienne vers une veine intrapelvienne. Donc, ces points de drainage qui vont devenir des points de fuite s'il y a une inversion, ils sont superficiels, et le corollaire immédiat, c'est qu'ils sont faciles à examiner en échodoppler. Un petit organigramme pour bien comprendre de quoi on parle, parce que ces notions sont quand même pas si simples que ça. Le tronc des afférences dites extrapelviennes de la veine iliaque interne se situe bien dans le pelvis. Donc, lorsqu'on parle d'un point de fuite GS, GI et O, on parle d'une inversion de flux dans une voie de drainage qui se situe au niveau de l'échancrure ischiatique, donc un point de fuite intrapelvien profond. À l'inverse, lorsqu'on parle du point P ou du point I, il s'agit de l'inversion du flux de la veine pudendale médiale pour le point P qui va alimenter des veines périnéales qui sont des veines donc extrapelviennes, alors que le tronc de la veine pudendale médiale est intrapelvien. Et le reflux, le point I plutôt, extériorise un reflux des veines utérines qui va alimenter des veines inguinales. Donc ces 2 points se situent dans le tissu sous-cutané respectivement pour le point I au niveau du ligament inguinal et du point P au niveau du périnée, alors que ces 3 points, GS, GI et O, se situent encore une fois au niveau de l'échancrure ischiatique. Ils sont intrapelviens et ils sont profonds, donc difficiles à aller chercher en échodoppler. Et maintenant, nous allons voir comment se transmet ce reflux veineux pelvien vers les bandes inférieures. Et Milka Greiner avait décrit donc 2 types de transferts. Une transmission directe qui fait que le reflux du tronc veineux pelvien va alimenter directement des varices au niveau des membres inférieurs, et une transmission indirecte, c'est-à-dire que le reflux du tronc veineux pelvien va d'abord alimenter une varicose pelvienne qui, à son tour, va alimenter des varices au niveau des membres inférieurs. Un petit entracte sémantique pour être sûr de parler de la même chose. L'insuffisance veineuse pelvienne est le résultat d'une dysfonction du système veineux pelvien, quelle que soit son origine. La varicose pelvienne est l'expression la plus fréquente de cette insuffisance veineuse pelvienne chronique, et donc elle correspond, cette varicose pelvienne, à des veines pelviennes dilatées et ou refluentes. Et la varicocèle n'est qu'un sous-ensemble de cette varicose pelvienne, puisqu'elle correspond à une dilatation du plexus pampiniforme. Et pour bien comprendre, nous allons voir ensemble des exemples.
Et tous ces exemples sont issus des séries phlébographiques du docteur Michael Greiner. Un reflux veineux pelvien peut intéresser les veines ovariques ou utérines qui vont toujours alimenter une varicocèle, donc une dilatation du plexus pompiniforme, alors que certaines autres tributaires ou afférences de la veine iliaque interne vont pouvoir alimenter une varicose pelvienne qui sera différente du varicocèle à proprement parler. Et dans ces deux cas, varicocèle ou varicose pelvienne, elles vont pouvoir alimenter des varices des membres inférieurs. Et donc, il s'agit bien là d'une fuite pelvienne indirecte, puisque les reflux veineux pelviens vont d'abord alimenter une varicose pelvienne qui, à son tour, va alimenter des varices des membres inférieurs. Alors que dans d'autres cas, certaines afférences de la veine iliaque interne vont alimenter directement des varices des membres inférieurs sans passer par la case varice pelvienne, et donc il s'agit bien là d'une fuite pelvienne directe. Et dans les séries de phlébographiques de Milka Greiner, la grande responsable des fuites pelviennes indirectes, c'est la veine gonadique gauche, alors que la grande pourvoyeuse des fuites pelviennes directes, c'est la veine glutéale inférieure, et à un moindre degré, ces deux copines, la veine obturatrice et la veine pudendale médiale. Alors maintenant, des exemples phlébographiques. Et il s'agit là donc d'une récidive variqueuse au niveau de la cuisse qui est alimentée par un reflux pelvien sans varice pelvienne. Et il s'agit en fait d'une fuite directe de la veine obturatrice qui va alimenter donc cette récidive variqueuse à la racine du membre inférieur. Deuxième exemple phlébographique, un reflux de la veine vésicale qui va alimenter des varices autour de la vessie. Et cette varicose vésicale va alimenter probablement un point P des varices au niveau des membres inférieurs. Donc il s'agit bien d'une fuite indirecte de la veine vésicale qui va alimenter d'abord une des varices pelviennes qui ne sont pas une varicocèle, puis des varices des membres inférieurs. Troisième exemple phlébographique pour illustrer un grand classique de la varicose pelvienne, à savoir un reflux de la veine ovarique gauche qui va alimenter une varicocèle, donc dilatation du plexus pompiniforme ou appelée parfois varicose paramétriale. Et cette varicocèle va alimenter par l'intermédiaire d'un point I une récidive variqueuse au niveau du membre inférieur homolatéral, donc membre inférieur gauche. Donc là encore, un reflux de la veine ovarique gauche qui alimente donc une varicocèle, car on l'avait vu lors de l'organigramme, les veines ovariques gauche, lorsqu'elles refluent, elles alimentent toujours une varicocèle. Donc leur fuite est toujours une fuite indirecte, puisque c'est cette varicocèle qui va secondairement alimenter une varicose du membre inférieur. Donc cette varicocèle va alimenter une varicose du membre inférieur, non pas par un point I, mais par un point P, un point périnéal. Par contre, la grande différence par rapport au cas précédent, c'est que là, il existe une compression de la veine rénale gauche au niveau de la pince aorto-mésentérique, ce qui fait que ce reflux de la veine ovarique gauche est la voie de suppléance de cette compression de la veine rénale, et donc ce reflux correspond à la voie de drainage principale du rein. Donc il va falloir en tenir compte lors de la prise en charge thérapeutique. Bon. Et là, les deux derniers exemples pour illustrer une fuite directe de la veine glutéale inférieure, puisque je vous ai dit que c'était la grande pourvoyeuse de ce type de fuite. Et donc là, il y a absence de varicose pelvienne, et donc une fuite directe de la veine glutéale inférieure qui alimente directement des varices des membres inférieurs,
ici à droite, ici à gauche. Et maintenant, nous allons un petit peu arrêter les rappels anatomiques, parce que sinon je vais finir par vous lasser, et nous allons voir la problématique du médecin vasculaire. Nous savons qu'un reflux pelvien donc, peut alimenter des varices au niveau des membres inférieurs. Donc, le problème du médecin vasculaire, ça va être de savoir devant quelle varice des membres inférieurs doit-il rechercher une origine pelvienne. Une varicose pelvienne peut être asymptomatique, et dans ce cas-là, il faut évidemment la laisser tranquille, mais elle peut être aussi symptomatique, ce qui veut dire pour le médecin vasculaire alimenter des varices au niveau des organes génitaux externes ou des membres inférieurs. La fréquence des varices des membres inférieurs d'origine pelvienne est, je trouve, difficile à définir. Alors, il existe bien sûr des études, mais faute de définition de population homogène, les résultats sont très variables, c'est le moins qu'on puisse dire, d'où l'importance de cette classification SVP que nous avons étudiée lors du premier épisode, et heureusement toujours consultable en replay pour les plus passionnés d'entre vous. Par conséquent, le médecin vasculaire va devoir être pragmatique et savoir évoquer une origine pelvienne en fonction de l'examen clinique. Les deux formes, malgré tout, souvent citées dans la littérature, qui sont évocatrices donc d'une origine pelvienne, sont la varicose non systématisée et les varicoses multirécidivantes ou à récidive rapide. Alors, il est certain qu'après la 4e récidive in situ ou une récidive après 6 mois de traitement, il faut commencer à douter, soit le thérapeute est vraiment peu efficace, ou un point de reflux a été oublié. Et si toute varice des membres inférieurs peut être alimentée par une origine pelvienne, il existe quand même des formes topographiques et une forme hémodynamique très évocatrice. Et ces formes topographiques sont sans surprise après tous les rappels anatomiques que nous avons abordés. Et il fallait bien que ça serve à quelque chose. Et nous retrouvons donc ces formes topographiques très évocatrices d'une origine pelvienne, les varices périnéales, les varices des organes génitaux externes, les varices fessières, les varices du ligament inguinal et du nerf sciatique. Des varices périnéales, donc tous les médecins vasculaires qui font des bilans des varices des membres inférieurs en voient tous les jours. Et il est évident qu'il ne faut rechercher une origine pelvienne devant ces varices périnéales que si elles sont très dilatées et si elles posent un problème thérapeutique. Et l'alimentation de ces varices périnéales n'est que la résultante des voies anatomiques préalablement décrites, à savoir la veine pudendale médiane via un point P, les veines utérines via un point I et les veines obturatrices par leurs afférences génitales. Deuxième cas de figure, des varices des organes génitaux externes. Et ces exemples nous font comprendre pourquoi il faut prendre en charge cette pathologie. À droite, iconographie de Milka-Greiner où une varicose latéro-utérine alimente via un point P gauche d'énormes varices labiales. Autre exemple de varices des organes génitaux externes, iconographie toujours de Milka-Greiner où un reflux de la veine ovarique gauche alimente une varicocèle qui alimente des varices labiales gauches via un point P. Et l'origine de ces varices des organes génitaux externes et plus particulièrement des grandes lèvres correspond aux mêmes alimentations que les veines périnéales, à savoir les veines pudendales médiales
toujours via le point P, les veines utérines via un point I et les veines obturatrices par l'intermédiaire de leurs afférences génitales. Troisième forme topographique évocatrice d'une origine pelvienne, les varices fessières. Et l'alimentation de ces varices fessières est facile à deviner puisqu'il s'agit des veines glutéales, que ce soit les veines glutéales supérieures et ou inférieures. Quatrième forme topographique qui est très évocatrice, forme que nous avons déjà étudiée lors du deuxième épisode et qui correspond donc à ces varices qui sont situées au-dessus du ligament inguinal. Et pour moi, l'alimentation de ces varices situées au-dessus du ligament inguinal est univoque. Ce sont des varices qui sont pathognomoniques d'un point I refluent ou contralatéral et donc qui correspondent à un reflux des veines utérines. Et la dernière forme topographique qui doit faire suspecter une origine pelvienne est la varicose du nerf sciatique, qui peut exister en dehors de ces veines embryonnaires persistantes, mais je n'insisterai pas car elles feront l'objet d'un épisode futur. Et l'alimentation potentielle de cette varicose du nerf sciatique a été décrite au début de cet épisode et il s'agit des afférences profondes de la veine glutéale inférieure homolatérale. Et maintenant la forme hémodynamique qui doit faire évoquer une origine pelvienne. Il s'agit du reflux préterminal de la jonction saphéno-fémorale lorsque celui-ci est Valsalva positif. Le reflux préterminal de la jonction saphéno-fémorale a été décrit en 1993 par Alessandro Pieri, qui est un grand théoricien et explorateur de la maladie veineuse. Mais là encore, je n'insiste pas car ce concept sera étudié dans les épisodes ultérieurs consacrés à l'exploration. Il faut juste savoir pour l'instant que si une hyperpression veineuse abdominopelvienne entraîne un reflux tronculaire de la grande saphène alors que la valvule terminale est continente, cela traduit a priori une communication entre cette cavité abdominopelvienne et le tronc de la grande saphène, donc une origine pelvienne à des varices des membres inférieurs. Cette varicose pelvienne, qui est donc le plus souvent asymptomatique, peut être parfois symptomatique et alimenter des varices des membres inférieurs ou des organes génitaux externes, ce qui intéresse au premier chef le médecin vasculaire. Mais cette varice pelvienne peut être également symptomatique à l'étage pelvien et ou des varices des membres inférieurs, d'ailleurs, si on n'a pas de chance. Et les symptômes à l'étage pelvien vont devenir le problème étiologique des gynécos ou des sages-femmes. Autrement dit, cette varicose pelvienne, qui est une pathologie borderline, pose une double problématique. Celle du médecin vasculaire qui doit reconnaître l'origine pelvienne d'une maladie variceuse et celle du gynéco ou apparenté qui doit reconnaître l'origine veineuse d'une symptomatologie pelvienne. Mais cette deuxième problématique sera traitée lors de l'épisode suivant, à savoir le premier épisode de la saison 2. En vous remerciant très sincèrement de votre patience et de votre attention. Et à très bientôt sur le live pour ceux qui ont encore un petit peu de courage et qui veulent poser des questions. Thank you, Mr. Lema. Merci, Dr. Philippe Lehmann, donc à nouveau de cet éclairage très pratique. Je vous rappelle que vous pouvez donc sur le chat ou en tout cas poser vos questions. Je
vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, I remember you that you can ask questions on the chat in the Q&A section you have here below the screen. Okay, so don't hesitate to do that. Finalement, donc Philippe, donc aujourd'hui, donc dans cette sectorisation de finalement de l'exploration de ces varices pelviennes, donc aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une simplification possible parce que ça me paraît vraiment particulièrement compliqué, même pour des aficionados. Et donc, est-ce que tu penses qu'on pourrait un jour avoir soit des outils qui nous permettent, donc, je sais pas moi, on parle souvent de machine learning, mais est-ce qu'on pourrait avoir comme un robot, est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui donc une guidance finalement pour ces explorations éco-Doppler qui permettrait donc de faciliter un peu cela, puisque ce réseau me paraît très très compliqué. Eh bien, il y a des études qui sont faites pour utiliser l'intelligence artificielle dans l'exploration éco-Doppler. La difficulté de l'échographie, de l'écho-Doppler, c'est que l'opérateur doit aller chercher l'information. Alors que quand c'est comment dirais-je, des datas numériques comme le scanner ou l'IRM, l'information, elle existe et donc l'intelligence artificielle n'a qu'à gérer, si j'ose dire, n'a qu'à étudier ces informations. Donc, nous, avant de gérer les informations, il faut aller les chercher. Donc, actuellement, ce qu'on voit, c'est effectivement des machine learning où ça s'est fait en gynéco, pas en vasculaire encore. L'intelligence artificielle est capable, par exemple en gynéco, de reconnaître la meilleure incidence pour aller chercher un point particulier. Et puis, deuxièmement, c'est qu'il faut aussi, l'anatomie paraît très complexe, mais une fois qu'elle est acquise, il faut savoir s'en débarrasser et il faudra bien comprendre aussi que l'écho-Doppler ne pourra, à mon sens, jamais tout explorer. Par contre, l'écho-Doppler est là pour dire oui, il y a une varicose pelvienne, oui, c'est une pathologie de reflux, ou au contraire, il y a une pathologie obstructive, de définir les points de fuite, en particulier ceux qui sont superficiels, et donc de savoir s'il faut aller plus loin et demander à ce moment-là une phlébographie. Voilà comment je positionne cet écho-Doppler, mais on en discutera après dans les épisodes suivants. Merci, Philippe. So the question was regarding the complexity of all the system and the anatomy. Do you think that any machine learning or artificial intelligence could help us to simplify that and to make it more, let's say, accessible? And Philippe thought that in fact, the machine, this kind of system of helper is used only in gynecology regarding the incidence take for getting the right points in the right spot. But in fact, the anatomy for sure is quite complex. But anyway, it must be learned. But the echo-Doppler exam will not be able to explore all the points. So you are just, let's say, you got just a challenge to tell the patient that the problem is regarding varicosis, regarding reflux. But if the problem is more complex, so you need to go further and to do another exam such as phlebography, for example. So at that time, the machine learning or any other system is not available.
J'ai une autre question. Quelles indications laisser pour les chirurgiens lors d'un marquage pour des varices des membres inférieurs avec un point de fuite d'origine pelvienne? Jusqu'où aller sur ce marquage, notamment pour les points de fuite pelvien et inguinal? Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est-à-dire que à un moment, Franceschi avait proposé par exemple, de ne pas traiter la varicose pelvienne et de ne traiter que les points de fuite en faisant des ligatures sections au niveau du point P et du point I. Donc, dans ce cas-là, dans cette optique-là, les gens qui suivaient cette perspective ne marquaient que le point I et le point P. Dans notre équipe, on en discutera après, mais on pense que ce n'est pas une bonne méthode. Donc, autrement dit, plutôt que de savoir jusqu'où on doit marquer les points I et les points P, il faut savoir si, avant cette chirurgie des varices, il faut, oui ou non, traiter la varicose pelvienne. Parce que, dans tous les cas, la prise en charge du chirurgien vasculaire ou du médecin vasculaire, on n'ira pas chercher les points de fuite plus loin que le périnée pour le point P, et on ne va jamais monter non plus au niveau du canal inguinal. Donc le marquage est sensiblement le même qu'il y ait un point de fuite pelvien ou pas. Now, let me see. The question was regarding now regarding to mark the varicosis of the legs with a leak point from the pelvis. How is it possible to go? So Philip tell us that it's the problem is not only to target the P point or the E point to do treat that varicosis. The problem is now it's in fact to get the problem largely, and the solution is not only to target that point. Est-ce que c'était suffisant ça? Donc le ciblage ne suffit pas. Il y a manque de faire la ligature. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Je n'ai pas d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. J'en ai deux. Donc, une question, si on parle beaucoup de varicose pelvienne chez la femme, ces points de fuite doivent-ils être explorés pour toute demande de varicocèle chez l'homme? Donc, le varicocèle, le ou la varicocèle chez l'homme, c'est une autre question. Mais en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez l'homme, c'est simple, parce que l'homme, il a un testicule qui est en dehors du corps et qui est relié au pelvis par les veines spermatiques. La grande difficulté chez la femme, on a bien vu, c'est les plexus veineux pelviens qui étaient interconnectés. C'est-à-dire que les veines de l'utérus, les veines des ovaires, du vagin, du rectum, tout ça est interconnecté. Et c'est ça qui pose la grande difficulté d'exploration et de traitement. Chez l'homme, la seule chose dont il faut se méfier, c'est quand on a un varicocèle qui apparaît tardivement, il faut se méfier d'une compression de la veine rénale, soit un nutcracker ou soit une pathologie tumorale. We talk about varicosis, pelvis varicosis, pelvis in women, and these leak points must be explored. Also, in case of varicocele in men. So the answer was, in fact, the for the woman, the venous
system in uterine or in rectum are quite complex and interconnected. So it's difficult. It's difficult to treat that easily. In fact, in man, the varicocele must, let's say, make us pay attention to harder problems such as nutcracker syndrome or tumor evolution. So, and to explore that. Est-ce que c'était clair? Oui, oui, c'était très clair. Et donc, nous avons une troisième question qui est, ne faut-il pas traiter par embolisation les points de fuite avant de traiter les varices des membres inférieurs? Je pense qu'il est trop tôt pour répondre à cette question. Il faut savoir qu'il y a effectivement les médecins vasculaires ils ne sont pas tous d'accord sur ce point-là. Certains médecins vasculaires pensent qu'il faut traiter les varices pelviennes uniquement lorsqu'il y a un syndrome qu'on appelait de congestion pelvienne, enfin quand il y a des symptômes pelviens d'origine veineuse. Et d'autres pensent qu'on peut traiter sans qu'il y ait de symptômes à partir du moment où les points de fuite sont suffisamment importants pour alimenter les varices, et on pense que ne pas traiter ces points de fuite est un risque de récidive. Mais on abordera ces questions vraiment dans les épisodes ultérieurs, parce qu'il faut voir, l'exploration, puis après les principes de traitement avant de répondre à cette question. Mais cette question, de toute façon, reste ouverte. The question is it possible to treat by embolization the leak points before to treat varicosis of the legs? So the answer is in fact it's not available to you now because it's too early to answer to that question, because there is no clear agreement between practitioners. Some treat patients in case of only varicosis, but others are waiting to have a real congestive syndrome and to treat them. So we are going to see that problem in the other episodes. So just be patient to get your answer in a practical way in the next episode. J'espère que j'ai été fidèle à ta pensée. Oui, c'est cela, c'est cela. Il faut... Non, mais tous ces rappels anatomiques ne doivent pas faire peur. L'anatomie ne doit pas? Non, il n'y a pas d'autres questions, je crois. Ne doit pas faire peur parce que c'est... Mais par contre, on voit bien que, par exemple, dans l'expression des varices, que ce soit au niveau du pli inguinal, des varicoses du nerf sciatique, varices fessières, connaître l'anatomie permet de comprendre l'origine de ces varices. Donc, voilà, il faut l'apprendre une fois pour toutes pour s'en détacher et comprendre pourquoi les varices pelviennes peuvent s'exprimer à des endroits particuliers. Les reflux ne font que suivre les veines qui sont anatomiquement présentes. Donc, connaître cette anatomie permet simplement de comprendre l'expression clinique de la varicose et puis, bien sûr, va nous aider à les explorer par écho-Doppler. So the anatomy is so complex, but don't be worrying and scary about that, because in fact anatomy it's mandatory to be known because we need to establish the origin of that pelvic varicosis and to understand the clinical expression and the clinical signs the patient have. So, in fact, with getting more experience, you're going to be more familiar and to
be, let's say, more comfortable to establish all this diagnosis and to explore that by echo Doppler accurately. Okay. Voilà, So, puis j'espère que tous ces rappels anatomiques, en plus, vont trouver leur raison et tout ça va se mettre en place lorsqu'on va commencer à aborder l'exploration éco-Doppler au prochain épisode. Donc après, tout va se mettre en place. Là, pour l'instant, on a une vision un peu partielle de cette varicose pelvienne, mais j'espère que tous les éléments, que ce soit anatomique, éco-Doppler, puis traitement, vont se mettre en place, d'où l'intérêt de cette formation longue qui nous permet de voir tous les éléments de la varicose pelvienne. in fact, we're going to see all that practical aspect in the next episode now because it was required to establish that progressively and to give you the information needed and to know why and where and how to explain all these clinical signs. And you are going to see that in the next episode that the echo Doppler exploration will be easier to understand and to practice in let's say more on a technical ground and more visionary approach. Okay, that's a promise, huh? Philippe, next time we are going to Oui. be more practical. Well, C'est cela. okay, so okay, if there's no more questions, so I think that we are going to conclude and to wish you again a good preparation for the next episodes and be sure that you are going to be more practical and to enlarge your capacity to understand how to explore this complex pelvic varicosis. Yeah. To see you in the Delphine. J'attends toujours votre go. Well, go. The floor is yours. The floor is yours. C'est à vous. Alors, si j'ai votre go, de nouveau, merci à tous les deux pour ce troisième épisode. Donc, j'imagine que pour tous ceux qui étaient là, voilà, l'anatomie pelvienne, veineuse pelvienne aura de moins en moins de secrets pour vous tous. En tout cas, je vous l'espère. La série se poursuit donc avec notre 4e épisode, le jeudi 3 avril, toujours à la même heure, donc à 13h. Donc, je vous dis à bientôt. Thank you, Dr. Lemal, and thank you, Professor Al-Alami, for this 3rd episode. Pelvic venous anatomy should not longer have any secret for you. The series continues with our 4th episode on Thursday, April 3 at 1 p.m. So, see you soon.